Bonjour Maud Bréjon. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France. Bonjour Fabrice. Bonjour Oriane, bonjour Maud Bréjon. Bonjour. Maud Bréjon, la conférence de l'ONU sur les océans s'est ouverte hier à Nice. Emmanuel Macron a appelé à la mobilisation. Est-ce qu'il tente de faire oublier les reculs écologiques de votre camp ? Non, et je voudrais saluer cette initiative qui est celle du président de la République. C'est le 3e sommet de ce type. C'est un sommet extrêmement important parce qu'on sait à quel point les océans sont un rouage essentiel de la biodiversité pour l'environnement. Et donc on a là des enjeux absolument majeur dont on parle peu d'habitude dans les médias, mais la question de la surpêche, la question de la pollution plastique par exemple, de l'exploitation des grands fonds, c'est déterminant pour notre avenir, pour l'avenir de la planète et pour l'avenir de nos enfants. Il y a plus de 50 chefs d'État et de gouvernement qui sont présents, plus de 100 pays représentés, et donc on a là une instance qui va être absolument décisive. Le président de la République a déjà annoncé des avancées, notamment sur la mise en place du traité de protection de la haute mer. D'autres, je n'en doute pas, suivront. Et donc moi, je me réjouis vraiment qu'à l'heure où sur le plan national comme sur le plan international, on a le sentiment parfois que l'écologie a été reléguée au 2e, voire au 3e rang. On voit par exemple les décisions de Donald Trump qui ont de quoi nous inquiéter. Je me réjouis qu'on puisse avoir aujourd'hui un tel sommet avec une opportunité de faire avancer une prise de conscience collective en la matière. Il y a les décisions de Donald Trump, mais il y a aussi les décisions en France. La suppression des ZFE, le vote de la loi Duplon qui réintroduit des néonicotinoïdes, la suspension de MaPrimeRénov', la révision du ZAN. Bon, ça vient pas de Donald Trump, ça vient de votre camp. Est-ce qu'il y a des reculs écologiques au sein du camp présidentiel ? Alors, d'abord, il y a des décisions qui ont été prises à l'Assemblée nationale, il y a des annonces qui ont été faites par le gouvernement. Tout ne vient pas de ce que vous appelez notre camp. Je prends l'exemple de la suppression des ZFE. La suppression des ZFE, ça n'a pas été voté par le groupe Renaissance auquel j'appartiens. Bon, c'est dit. Et ça a été voté par une partie du socle commun. Du reste, je suis, moi, inquiète du recul, de l'ambition globale en matière d'écologie. Je crois que ça a été un des caps prioritaires du président de la République depuis son discours de Belfort en février 2022 sur la transition énergétique. Un cap absolument majeur, avec un budget conséquent qui a été déployé, avec des lois qui ont été votées pour accélérer le renouvelable, pour accélérer le nucléaire, avec probablement des choses qu'on n'a pas bien faites aussi. Je ne dis pas que, qu'il faudrait ne rien revoir ou faire comme si tout avait été parfait. Mais enfin, on a porté une vraie ambition en la matière. Et donc, quand je vois ce qui peut s'apparenter à des reculs successifs, quand on les met bout à bout, oui, je suis inquiète. Parce que je considère que même si aujourd'hui, l'écologie n'est plus la priorité des sondages de demain dans le Figaro ou dans le Parisien, quand on fait de la politique, on doit préparer l'avenir et pas uniquement piloter nos positions en fonction des attentes de court terme. Voilà. Et donc j'attends par exemple en matière budgétaire que le gouvernement maintienne ce dispositif extrêmement important qui est une des grandes réussites du quinquennat du président de la République, qui est MaPrimeRénov'. Parce que ça permet aux particuliers, alors oui c'est coûteux, mais ça permet aux particuliers d'abord de sortir des passoires thermiques et puis d'opérer individuellement cette transition chez eux. Ouais. Mais là il fallait le suspendre, vous soutenez la suspension ? Moi je peux comprendre qu'il faille faire des aménagements, qu'on ait des difficultés avec certains cas de fraude, que le dispositif ne soit pas complètement adapté. Mais un arrêt brutal, ça envoie un message qui est extrêmement délétère pour les entrepreneurs et puis pour les citoyens. Voilà. Est-ce que la vie politique française ne serait pas submergée par les questions budgétaires et les questions migratoires ? En tout cas, au quotidien, et moi je l'entends dans ma circonscription, la priorité des gens, et je le comprends tout à fait, c'est la sécurité dans leur rue, c'est la fin du mois, c'est la façon dont ils vont pouvoir remplir le frigo après une période d'inflation qui a été difficile, et il ne s'agit en aucun cas de les blâmer. Pour autant, ma conviction, c'est que lorsqu'on est un homme d'État, c'est le cas d'Emmanuel Macron, mais lorsqu'on a envie de faire perdurer une ambition à long terme pour son pays, on ne peut pas uniquement piloter
la politique nationale en fonction des attentes de court terme. On doit aussi se projeter sur le long terme, encore une fois, préparer l'avenir, même si ce n'est pas ce qui est le plus populaire et le plus rentable, pardonnez-moi du terme, électoralement. Vous savez, je terminerai là-dessus. Oui. Pendant la campagne présidentielle de 2022, le président de la République avait eu cette phrase qui, moi, m'avait beaucoup marqué. Il disait « Je m'intéresse davantage à la France de nos enfants qu'à la France de mon enfance ». Eh bien, j'avais trouvé que dans cette phrase résidait au fond tout le sens qu'on devait mettre dans l'engagement politique. Le président de la République, ce week-end, dit certains préfèrent brainwasher, donc c'est du lavage de cerveau, sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. Vous dites à peu près la même chose, hein, si je vous écoute. Il s'adresse à qui quand il dit ça? Alors je m'exprime pas à la place du président de la République. Non, mais vous pourriez nous faire un décryptage en tout cas, je constate, pour faire beaucoup de médias, de plateaux télé, qu'on passe énormément de temps, effectivement, à parler de faits divers, qui parfois n'en sont pas. Parfois, ce sont des faits de société. C'est important d'en parler aussi, parce que ça inquiète les gens, parce que ça dit quelque chose de l'évolution d'une partie du pays. Donc, je ne balais pas ça d'un revers de main. Mais je constate, avec désolation, qu'on accorde très peu d'importance aux questions écologiques et aux questions climatiques. Vous ne voulez pas nous dire à qui s'adresse? Est-ce que ça s'adresse déjà à votre camp? Mais ça s'adresse probablement un peu à tout le monde. Mais enfin, je vais vous dire, avant que le président ne pousse son coup de gueule sur les reculs qu'il pointe comme tels en matière d'écologie, ça faisait des semaines, moi, qu'on m'avait pas posé la question du climat ou des ambitions écologiques sur un plateau télé. C'est un sujet qui est en fait aujourd'hui largement délaissé du débat public, probablement parce qu'il n'est plus en top priorité des attentes des Français, mais pour autant, il reste absolument déterminant pour l'avenir. Hier, Marine Le Pen, un an après sa victoire aux Européennes, a réuni les patriotes européens. C'était dans le Loiret. Est-ce que, selon vous, elle a réussi une démonstration de force? Alors, d'abord, Marine Le Pen n'a pas le monopole des patriotes ou du patriotisme. Et quand je vois les amis du Rassemblement national qui étaient présents ou remerciés hier, on avait les 50 nuances de l'extrême droite européenne, M. Orban, je crois, M. Salvini qui était présent, ou en tout cas qui a été largement cité, et d'autres. La liste est extrêmement longue. C'est-à-dire vous aussi, vous revendiquez du patriotisme? Mais je pense que le patriotisme n'est pas un gros mot. Être patriote, enfin, il y a des grands... le général de Gaulle était patriote, ça n'en faisait pas moins... Ce n'était pas pour autant un responsable politique d'extrême droite. Bon, donc elle n'a pas le monopole du patriotisme, loin de là. Et quand je vois, encore une fois, ses amis qui étaient présents hier, ceux qui ont été cités et remerciés, je me dis que le Rassemblement national n'a pas beaucoup changé. Et que derrière cette image de cravate et de chemise bien repassée qu'on peut voir à l'Assemblée nationale, on a en fait des personnalités politiques qui se revendiquent de leaders européens, qui portent une idéologie qui, moi, m'inquiète beaucoup vis-à-vis du droit des minorités, vis-à-vis du droit des homosexuels, vis-à-vis de l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, pour ne citer que les sujets sociétaux. On pourrait aussi parler des sujets migratoires. Emmanuel Macron s'est quand même beaucoup rapproché de Mme Meloni cet an dernier. Non mais excusez-moi, ça dit quelque chose. Quand on fait venir Viktor Orban à un meeting politique, c'est pas complètement neutre, vous voyez. Et Emmanuel Macron ne fait pas venir Mme Meloni à des meetings politiques, c'est quand même complètement différent. Donc, je crois qu'on a vu au fond hier... Bon, mais concrètement, ça veut dire quoi? Que derrière le vernis, ça reste un parti d'extrême droite, c'est ça que vous voulez dire? Mais ça dit que derrière le vernis, ça reste un parti qui a des connivences affichées et assumées avec l'ensemble de l'extrême droite européenne. C'est leur droit, hein. Mais cette façon qu'ils ont d'essayer de le cacher dans le débat public national est en fait balayée, et quand on voit les images d'hier, tout simplement. Marine Le Pen, qui a notamment hier fustigé la politique sécuritaire, qui peut croire que la France d'Emmanuel Macron peut mener une guerre quand elle est incapable de gérer le chaos les soirs de match? C'est ce qu'elle a dit, faisant référence à ce qui s'est passé après la victoire du PSG. Est-ce qu'elle a raison? Marine Le Pen se saisit de chaque polémique depuis des années maintenant pour faire peur aux Français et essayer de montrer du doigt un système qui n'agirait pas comme elle souhaite qu'il agisse. Bon, là, elle n'a pas raison de pointer du doigt des défaillances dans la politique sécuritaire? Moi, ce que je constate, c'est que ce qui s'est passé après le match de la Champions League, de la finale de Champions League, est évidemment absolument inacceptable.
que des mesures ont été prises, qu'il y avait, je crois, plus de 5000 forces de l'ordre déployées en Île-de-France pour assurer le dispositif, et je les en remercie. Et puis enfin, on a aujourd'hui un ministre de la Justice en la personne de Gérald Darmanin et un ministre de l'Intérieur en la personne de Bruno Retailleau, qui vivent dans le réel, qui se retroussent les manches, qui font tout leur possible avec les moyens politiques dont ils disposent, avec des propositions extrêmement concrètes. Gérald Darmanin en a fait un certain nombre pour une révolution pénale, et j'espère qu'on pourra rapidement étudier ces propositions à l'Assemblée nationale. Monsieur Retailleau, qui est là depuis environ une dizaine de mois, a également modifié des circulaires, donné des directives aux préfets, fait voter une loi extrêmement importante pour lutter contre le narcotrafic. Voilà ce qui compte. Lorsqu'on n'est pas et ça sera soutenu par l'ensemble de Renaissance, y compris par l'aile gauche, les positions de Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. Lorsqu'on n'est pas en responsabilité, c'est facile d'arriver en meeting comme Madame Le Pen en disant « mais vous voyez, il y a qu'à, Faucon, avec une baguette magique, voilà comment on éradiquerait la violence ». Quand on est aux manettes, si je puis dire, quand on est dans les ministères, quand on est aux responsabilités, on se rend compte que les choses sont un tout petit peu plus complexes. Mais chez vous, ça sera soutenu ? Les propositions de Gérald Darmanin sont soutenues par l'ensemble de votre groupe ? Je n'imaginerais pas que ce ne soit pas le cas. Vous savez, aujourd'hui, moi, j'entends dans ma circonscription, chaque semaine, chaque mois, des gens s'interroger sur les décisions de justice. Je pense que la justice, en France, sera comprise et acceptée et dissuasive quand elle sera lisible. Quand on entend qu'il y a des peines de prison qui ont été prononcées, mais qu'elles ne sont pas réellement effectuées, ça choque les gens. En tout cas, ils ne comprennent pas. Et donc, il y a besoin probablement d'adapter le système judiciaire, la suppression du sursis, la suppression des remises de peine obligatoires. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à revenir aux peines planchées ? Me semble être aujourd'hui des mesures de bon sens. Et il ne s'agit pas pour autant de dire que les magistrats sont tous laxistes, font mal leur travail et de jeter l'opprobre sur l'ensemble de l'institution judiciaire. Vous êtes favorable à un retour des peines planchées ? Je suis favorable à ce qu'on puisse mettre en place des peines minimales. Il y a aujourd'hui des peines maximales. Encore une fois, ça me semble, au regard de l'évolution de la violence qui a muté ces dernières années, qui est de plus en plus intense, touche des publics de plus en plus jeunes, ça me semble encore une fois être du bon sens. Voilà. Maintenant, on en discutera au Parlement. Gérald Darmanin, je le redis, fait des propositions extrêmement solides et concrètes. Il est désormais de la responsabilité du Premier ministre notamment de permettre à l'Assemblée nationale et au Sénat d'en débattre en dégageant du temps législatif et en proposant si avant possible, l'été ou à la rentrée parlementaire. Loi. Je pense que la rentrée parlementaire serait le plus raisonnable puisque la session extraordinaire se terminerait a priori aux alentours de mi-juillet à l'Assemblée. Pour le moment, c'est le RN qui reste en tête des intentions de vote dans les sondages, aussi bien pour les législatives, s'il y aurait 6 législatives anticipées, que pour la présidentielle. Est-ce que c'est un échec de votre camp ? Écoutez, je constate que partout en Europe, et bien au-delà, il y a une poussée des populismes, une poussée de l'extrême droite. La France n'y échappe pas. Est-ce que ça signifie que pour autant on a toujours tout bien fait ? Probablement que non, et il faut aussi qu'on soit en capacité, ma famille politique, de se remettre en question sur certains sujets. Qu'est-ce qui a échoué ? Qu'est-ce qui a fait que la promesse d'Emmanuel Macron, qui est qu'à la fin de son quinquennat, les gens ne voteraient plus Front National, a complètement échoué ? Le Front National n'a jamais été aussi haut. C'est une question extrêmement complexe, j'aurais bien du mal à y répondre en quelques minutes. Mais il y a de toute évidence des réalités sécuritaires auxquelles les gens sont confrontés, qui rendent la vie plus difficile, des difficultés financières aussi. On a traversé des crises que l'on n'attendait pas et on a essayé autant que possible, je pense que le président a essayé d'y faire face et d'accompagner au mieux, de protéger les Français. Pour autant, moi je suis très lucide effectivement sur le fait que le Rassemblement national est aujourd'hui largement en tête dans les sondages et personne ne peut le nier. Face à ça, je regarde devant et on a une responsabilité. Notre responsabilité, c'est de présenter une union la plus large possible, avec un candidat commun de la droite et du centre en 2027. Sans quoi, nous serons tous balayés. Si on se retrouve demain avec un candidat Renaissance, un candidat Horizon, un candidat Modem et un candidat LR, tout ce petit monde se retrouvera pour aller jouer au tennis le jour du second tour. Soyons extrêmement clairs. Pardonnez-moi, parce qu'en fait, quand vous voyez les sondages, il n'y a pas 40 000 options. Il y a beaucoup de candidats. Il y a beaucoup de candidats, mais j'y reviendrai. Il va falloir qu'on arrive à s'unir. Je constate que cette union, elle est possible, puisqu'elle existe aujourd'hui
au sein du gouvernement. Alors, dans des circonstances exceptionnelles, mais enfin, le risque de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir serait probablement une circonstance qui justifierait, j'espère, aussi l'union. Donc, cette union-là Du coup, ça doit veut dire perdurer. que Gabriel Attal, pour vous, il ne doit pas rajouter son nom à la liste des présidentiables? Je termine. Ça nécessite d'arriver à travailler ensemble, à réfléchir autour d'un programme commun, autour d'idées communes, autour d'une ambition pour le pays, et puis ensuite de se réunir autour de la femme ou de l'homme qui serait le mieux placé pour l'incarner. Mais ça peut être Gabriel Attal ou pas? Mais ça peut être Gabriel Attal, comme ça peut être d'autres. On ne va pas faire toute la liste. Parce que, non, mais c'est le président de votre parti. Ah oui, quand même. Oui, et ça peut être Gabriel Attal, comme ça peut être d'autres. Moi, je ne vais pas rentrer dans le oui-non. Mais ça veut dire que vous pourriez soutenir Bruno Retailleau, par exemple? Je ne vais pas rentrer dans le oui-non. Je vais pas rentrer... Non, parce qu'en fait, si on veut tous les faire, donc on va faire, il y a Édouard Philippe, il y a Bruno Retailleau, il y a Gabriel Attal, il y a François Bayrou, il y a Elisabeth Borne, il y a Braun Pivet, Gérald Darmanin, David Lisnard, Xavier Bertrand. À ce compte-là, on aura plus de candidats que d'électeurs. Comment vous mettez d'accord? Une primaire? Donc, dans un premier temps, on travaille sur un projet et on voit dans quelle mesure est-ce qu'on arrive à se rassembler le plus largement possible pour proposer une ambition crédible pour le pays. Sauf que là, pardon, mais tout le monde travaille sur un projet. Vous, à Renaissance, vous faites des conventions thématiques. Mais c'est très bien. Édouard Philippe, lui, il fait des meetings thématiques où il dévoile son projet massif. Et le moment venu, on mettra ça en commun. Mais moi, je trouve c'est extrêmement positif. Et heureusement que les partis travaillent au fond. Renaissance mène un travail, encore une fois, de fond sur l'ensemble des sujets qui touchent nos concitoyens. Édouard Philippe fait la même chose. Les Républicains, j'imagine, vont faire la même chose. Et à un moment, on fera une mise en commun. Est-ce qu'il faut faire survivre... Il y a encore 2 ans. Est-ce qu'il faut faire survivre le macronisme ou est-ce qu'il faut rompre avec le macronisme? Je pense que c'est, pardonnez-moi du terme, c'est un peu familier, c'est vraiment un débat à la con. Non, mais c'est une question. Non, mais et surtout dans votre camp. Alors, qu'est-ce que le macronisme? Et surtout chez les LR. Qu'est-ce que le macronisme? Voilà. Donc, vous êtes une héritière du ma conviction, c'est que ce qui survivra indéniablement à 2027 dans le macronisme, qu'on a bien du mal à définir, c'est en ça où je dis que c'est un petit peu un débat. Bon, c'est peut-être quand même un problème qu'après 10 ans, on n'arrive pas à définir le macronisme. Non, mais vous définissez le hollandisme, le sarkozysme, le chiracisme, vous, enfin. Ce qui restera indéniablement des 2 quinquennats du président de la République, c'est les excellents résultats sur la politique de l'offre. C'est la construction européenne pour laquelle il a été une locomotive et une cheville ouvrière indéniable. Et c'est cette idée, quand même, que dans le débat public, et c'est extrêmement important, que dans le débat politique, on peut discuter et travailler avec des gens qui n'appartiennent pas au même parti et qui sont un peu différents de nous. Et je crois qu'en ça, le président de la République aura fait changer, malgré tout, les mentalités au sein de la classe politique de façon bien plus profonde et pérenne qu'on ne peut l'imaginer. Indépendamment de sa personnalité, 10 ans, c'est pas trop long au pouvoir? Indépendamment de la personnalité d'Emmanuel Macron, hein, qui peut être clivante aujourd'hui, mais 10 ans au pouvoir, est-ce que c'est pas trop long aujourd'hui? Mais les Français l'ont réélu. Oui. Fabrice, sur le budget? Oui, Éric Lombard, le ministre de l'économie, ce week-end, estime qu'une mise sous tutelle de la France par le FMI n'est pas exclue. Ça vous semble réaliste? En tout cas, on est dans une situation qui est extrêmement inquiétante. On a terminé l'année 2024 à environ 6% de déficit. Et l'année 2025 va être extrêmement compliquée, avec une croissance qui est en berne et un budget qui, à l'automne, sera extrêmement difficile à construire, du fait de la marche qu'il y a à gravir et de la situation politique à laquelle on est confronté et que vous connaissez. Vous pensez que les 40 milliards d'économies figureront dans ce budget? Il est absolument nécessaire. Il est absolument nécessaire que ces 40 milliards d'économies soient réalisées, parce qu'à force de refuser de prendre certaines décisions, d'autres finiront effectivement par les prendre pour nous. Une fois qu'on a dit ça, il est désormais de la responsabilité du gouvernement de présenter sa vision globale du budget pour l'année à venir. On entend beaucoup d'idées mises dans le débat par voie de presse de façon plus ou moins officielle depuis quelques semaines maintenant. Que vous suivez, par exemple, baisser le nombre de fonctionnaires, c'est une idée que vous suivez? C'est extrêmement compliqué de répondre de façon, si je puis dire, séquencée à ces questions-là, parce qu'un budget, ça s'apprécie dans sa globalité. On regarde d'abord quel est le niveau d'économie attendu, quelles sont les baisses de dépenses qu'on peut réaliser et effectivement, potentiellement quels sont les efforts qu'on doit demander à certaines catégories de Français ou d'entreprises. Aujourd'hui,
le Parlement n'a pas cette vision globale. Et donc, on se retrouve à réagir chaque semaine sur une proposition différente. Alors, êtes-vous pour la suppression de l'abattement pour les retraités? Êtes-vous pour la TVA sociale? Êtes-vous pour l'année blanche? Êtes-vous pour la réforme des taxis conventionnés? On a eu quoi d'autre? Le rétablissement indirect de la taxe d'habitation. Je suis sûre on pourrait trouver plein d'autres exemples. Ça n'a pas de sens. Encore une fois, un budget, ça s'apprécie dans son ensemble. Et donc, aujourd'hui, le ministre de l'économie et le Premier ministre doivent donner cette vision d'ensemble au Parlement, de telle sorte qu'on puisse réagir en étant nous-mêmes cohérents. Moi, je suis par définition plutôt opposée à la mise en place de nouvelles taxes ou à l'augmentation de nouveaux impôts. Et donc, si vous venez me demander chaque matin si vous êtes pour une taxe machin ou un impôt truc, je vais vous dire non. Cette semaine au Sénat, la taxe Zuckman, pour vous, c'est pas une piste? Non, et nous l'avons rejeté à l'Assemblée nationale. Ça concerne un nombre de personnes extrêmement réduit et ce ne sera pas efficace parce que ces personnes finiront par partir. Donc, ça veut dire des économies. Ça veut dire des économies. Mais il y a besoin d'économies, indéniablement. Et donc, le premier levier, ça doit être la réduction des dépenses. Peut-être qu'il y a des efforts supplémentaires à demander. Moi, je ne veux pas me positionner en irresponsable. J'entends bien la difficulté que va avoir le gouvernement. On l'a eu avec Michel Barnier, j'étais sa porte-parole. Mais j'ai besoin de comprendre comment tout ça s'articule. Est-ce que vous êtes pour taxer les riches? Mais en valeur absolue, moi, je ne suis pas pour taxer davantage les gens, vous voyez. Maintenant, si dans un effort global, les personnes les plus aisées sont davantage sollicitées que les Français les plus précaires, je trouve ça plutôt normal. Un dernier mot sur la réforme des retraites, puisque la semaine dernière, l'Assemblée a voté une résolution, alors symbolique, pour revenir sur la réforme des retraites et donc sur les 64 ans. Est-ce que vous pouvez ne pas tenir compte de ce vote ? Je pense que celles et ceux qui aujourd'hui réclament un retour à la retraite à 62 ans vivent dans un monde parallèle. On va avoir le rapport du corps publié en fin de semaine. La Cour des comptes s'est largement exprimée en la matière. Il manquera plusieurs dizaines de milliards d'euros pour arriver à boucler le système de retraite, d'ici à 2035. Tout retour en arrière serait d'une irresponsabilité honteuse. Je rappelle que l'enjeu de tout ça derrière, c'est de pouvoir préserver ce qu'est le système de retraite par répartition, les niveaux de pension de nos aînés, et de permettre à nos enfants plus tard d'accéder à une retraite. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci Fabrice, on se retrouve la semaine prochaine. On va revenir sur ce qui s'est passé hier dans le Loiret autour de Marine Le Pen, tout de suite dans le club.